Quel a été le meilleur moment? Vous n'avez aucun pouvoir ici dont vous ayez jamais été témoin. Première anecdote. J'ai été convoqué dans son bureau par une responsable à qui je venais d'être affecté. Je travaille dans cette entreprise depuis 10 ans et je connais les règles. Elle est là depuis seulement 1 an. Elle signe mes feuilles de temps, m'emmène dans une pièce et commence à m'expliquer qu'elle n'est pas à l'aise avec le fait que je commence à 6h30 et que je parte à 14h30 pour aller chercher mon enfant à l'école. Elle soutient que cela donne une mauvaise image et que, même si ce n'est pas juste pour les mères qui travaillent, elle préférerait que j'adopte des horaires plus réguliers. Elle a précisé que 95% de mon travail consiste à rédiger des rapports et à évaluer des demandes de permis. Et elle pense que je devrais engager une baby-sitter. Je lui ai expliqué que le règlement de l'entreprise stipule que mes horaires peuvent être compris entre 6h et 18h, conformément à la législation sur la flexibilité du travail, et que ses préférences personnelles ne priment pas sur les règles. Je travaille ainsi depuis 5 ans. Je lui ai dit que si elle le souhaitait, elle pouvait me mettre sa demande par écrit et que je transmettrais son courriel aux ressources humaines pour discuter de sa conformité avec le règlement. C'est la dernière fois qu'elle a essayé de me dicter mes horaires. Deuxième anecdote. Pendant des années, j'ai travaillé de 11h à 19h. Personne d'autre ne voulait de ce poste. Mon responsable, lui, travaillait de 9h à 17h. Lorsque j'ai été promu manager, j'ai insisté pour passer à l'horaire de 9h à 17h. Mon supérieur a tout fait pour me forcer à rester sur le créneau de fin de journée. Je suis allé voir les RH qui ont confirmé que je devais être là en début de journée. Il a alors maintenu mes 2 employés sur l'horaire de 9h à 17h, nous laissant sans couverture le soir, ce qui m'obligeait, moi, à travailler de 11h à 19h. Finalement, le siège social est intervenu et lui a demandé de trouver quelqu'un d'autre que moi pour la fermeture. Il a boudé, puis a décidé de restructurer mon équipe, nommant un membre pour l'ouverture de 7h à 15h. Il m'a ensuite dit « Puisque tu n'ouvres plus, tu peux fermer. » J'ai répondu « Non, mon horaire de 9h convient parfaitement aux besoins du service. » Il m'a menacé de licenciement si je ne prenais pas le poste de 7h. J'ai refusé, expliquant qu'en tant que manager, j'avais la priorité sur l'horaire de 9h à 17h, comme c'était le cas depuis 3 ans. Finalement, j'ai été viré. Ils n'ont jamais réussi à trouver une couverture stable pour la fermeture et, aux dernières nouvelles, il leur faut 5 personnes pour faire le travail que nous faisions à 2. Histoire suivante. Il y a quelques étés, mes grands-parents se sont montrés désagréables avec mon petit frère et ma petite sœur. Ils voulaient aller à une fête le 4 juillet car ils avaient la vingtaine. Quand j'ai rappelé à mes grands-parents qu'ils étaient adultes et libres de leur choix, mon père est intervenu et m'a dit « Tu ferais mieux de faire attention à la façon dont tu me parles. » J'ai rétorqué « Sinon quoi? Tu vas me priver de sortie? J'ai 32 ans, j'ai mon propre argent, ma voiture et ma maison. » Je n'oublierai jamais son regard vide. Toute l'autorité qu'il avait sur moi quand j'étais plus jeune avait disparu. Histoire suivante. Mon père a découvert que je fumais de l'herbe alors que j'approchais de la trentaine. Je vivais temporairement chez mes parents. Quand il l'a appris, il est entré dans une colère noire. Il ne pouvait rien me faire physiquement car j'avais 15 à 20 kilos de muscles de plus que lui. Il s'est donc contenté de hurler sur les toxicomanes et de déclarer que personne ne se droguerait jamais sous son toit. Je lui ai calmement répondu « D'accord ». J'ai ajouté que j'allais appeler un ami et que je serais parti avant la fin de la journée. Le truc, c'est que c'est lui qui a désespérément besoin de garder le contact avec moi, pas l'inverse. S'il ne me voyait plus, ça le dévasterait, alors que ma vie s'en trouverait probablement améliorée. Je lui ai dit que tant que j'étais un adulte avec une carrière, ce que je consommais ne regardait que moi. Il a compris qu'il ne pouvait pas gagner et a décidé d'ignorer la situation. Je suis presque sûr que si vous lui posiez la question aujourd'hui, il nierait tout. Histoire suivante. Vers l'âge de 10 ans, mes parents m'ont envoyé en colonie de vacances pendant 1 mois. Cette année-là,
C'était horrible. L'animatrice était violente. Mes plaintes quotidiennes ont fini par alerter mes parents, qui ont appelé la direction. J'ai exigé de leur parler au téléphone. On m'a emmené au bureau administratif, où une secrétaire m'a interdit d'appeler tant que je n'aurais pas signé un papier affirmant que tous les problèmes venaient de moi. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je ne signe rien. Passez-moi le téléphone. » La première chose que j'ai dite à mes parents a été « Vous n'allez jamais croire ce qu'ils ont essayé de me faire signer. » La colonie a eu de gros ennuis. Histoire suivante. Je travaille dans la finance pour une école. Il y a quelques années, nous avons reçu une facture d'eau de 14 000 $. La compagnie insistait sur le fait que la facture était correcte et devait être payée. Je leur ai répondu « J'ai vérifié nos registres et nous n'avons aucune trace de la visite de votre ingénieur. Donc, soit vous mentez, soit vous l'avez laissé se promener sans surveillance sur un site rempli d'enfants. Dans ce cas, je dois immédiatement parler à votre responsable et appeler la police. Nous n'avons jamais payé les 14 000 $. Histoire suivante. Un vice-président d'une grande entreprise a tenté de se moquer d'une jeune barista de Starbucks qui lui annonçait qu'il n'avait plus de lait d'avoine. Elle l'a simplement regardé et lui a dit « Écoutez, c'est simple. Soit vous prenez du lait normal, soit vous partez. » Histoire suivante. Je travaillais au comptoir d'une marque de maquillage dans un grand magasin. Ils étaient très stricts sur les retours, sauf si le client se montrait particulièrement désagréable, auquel cas on lui donnait tout ce qu'il voulait. J'avais l'impression que cela récompensait les mauvais comportements. J'ai donc commencé à dire à mes clients polis « Je ne peux pas accepter ce retour, mais si j'appelle un responsable, il le pourra. » Si une entreprise a des règles qui ne s'appliquent qu'aux gens aimables, alors tant pis pour elle. Histoire suivante. Je gérais un magasin de vins et spiritueux. Un jour, j'entends un vacarme à la caisse. Un homme âgé insultait mon caissier, qui était népalais, en lui disant que les immigrés volèrent les emplois des Australiens. Mon employé lui a dit de quitter le magasin. L'homme s'est tourné vers moi et a demandé « Vous allez le laisser faire ça ?» J'ai répondu « Non ». Le visage du client s'est illuminé. J'ai continué. « Je pense qu'il n'a pas été assez loin. Vous êtes banni de ce magasin. » Après une nouvelle salve d'insultes, il est parti en menaçant d'appeler la direction. Le lendemain, ma responsable de district m'appelle, furieuse, et exige que je lève le bannissement. Je lui ai rappelé que la politique de l'entreprise stipule que toute insulte raciale entraîne une exclusion et que si elle voulait en discuter avec son propre patron, j'avais hâte de voir comment elle justifierait le comportement du client qui avait été filmé. Elle m'a raccroché au nez. Histoire suivante. Mes parents vivent dans un vieux quartier aisé. Ce quartier est connu pour son association de propriétaires, syndic de copropriété, extrêmement autoritaire. Le plus drôle, c'est que le terrain de mes parents, l'un des premiers à avoir été construit, est l'un des rares à ne pas faire partie de l'association et à ne pas être soumis à ses règles. Aucun des petits sbires de l'association de propriétaires ne semble accepter que, malgré les lettres, les appels téléphoniques et les mots laissés sur leur porte, mes parents puissent tout ignorer. Il faut dire qu'ils vivent là depuis des décennies et que la plupart des problèmes avec l'association ont commencé peu après leur emménagement, principalement à cause de leur rénovation et de la volonté de l'association d'avoir son mot à dire. Un membre zélé a tenté de leur créer des ennuis, mais il a fini par déménager. Malgré tout cela, mes parents sont toujours restés droits dans leurs bottes sans jamais riposter. Ils les ont simplement ignorés. Quelle belle façon de s'en débarrasser. Histoire suivante. J'ai repris mes études à la quarantaine. Dans les laboratoires de l'université, je porte ma vieille blouse d'atelier car nous travaillons sur des machines qui salissent. Un jour, une responsable du service financier me voit et me réprimande pour oser me présenter dans une tenue aussi miteuse. Ce n'est pas la première à me prendre pour un professeur, alors j'insiste. Je ne travaille pas ici. Ça la met encore plus en colère et elle menace de me faire virer parce que je ne porte pas ma carte d'employé.
À ce moment-là, la chef de département entre, entend la fin de sa tirade, me tend une copie et dit « Tenez, j'ai corrigé votre examen. Vous avez eu 93%. Ça vous dirait de donner des cours particuliers ?» C'est là que la responsable a réalisé que j'étais un étudiant, pas un employé. Histoire suivante. Après une grave blessure, j'étais en rééducation dans une maison de retraite. Un jour, la direction a décidé que les patients bénéficiant de l'assurance Medicaid verraient leur séance de thérapie réduite à 3 par semaine au total, kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie combinée, alors que les autres assurances privées n'auraient aucun changement. Un patient qui avait 15 séances par semaine n'en aurait plus que 3. C'était une mesure discriminatoire et illégale. Ma kinésithérapeute m'a prévenu, sachant que je ne laisserais pas passer ça. Je suis allé voir la directrice et lui ai expliqué que ce qu'elle faisait était illégal. Elle a admis que c'était une décision financière. Je lui ai dit que j'allais contacter le médiateur des maisons de retraite et Medicaid pour les signaler. Elle ne savait même pas ce qu'était un médiateur. J'ai fait les démarches et, au final, ils ont annulé leur décision. Histoire suivante. J'ai rejoint un service de coaching sportif juste après son rachat par la salle de sport. Au début, nous étions assez libres. Je suis rapidement devenu l'un des coachs les plus demandés, avec mes propres programmes d'entraînement que les clients adoraient. Puis, la direction a commencé à imposer des règles stupides, comme celle de devoir rentrer nos t-shirts dans le pantalon. Un jour, le directeur me convoque pour me réprimander à ce sujet. Je l'ai laissé parler, puis j'ai ouvert mon classeur et j'ai dit « Très bien, je ferai ça pendant les 2 prochaines semaines », avant de lui tendre ma lettre de démission. J'avais déjà convaincu plus de la moitié de mes clients d'annuler leur abonnement pour me suivre en privé. Aucune règle ne me l'interdisait. Il a essayé de me dire « Comment vas-tu payer tes factures si tu démissionnes ?» J'ai ri et lui ai répondu « Je n'ai même pas besoin de ce travail. Je fais ça pour m'amuser. » Histoire suivante. Pas plus tard que la semaine dernière, un client mécontent a exigé de parler à un responsable. Je lui ai poliment répondu « Actuellement, vous parlez à Blue Cheetos, l'employé, qui aime satisfaire les clients. Si vous préférez, vous pouvez parler à Blue Cheetos, le patron, qui a créé sa propre entreprise justement pour ne plus avoir à supporter ce genre de bêtises. À vous de choisir. » Histoire suivante. Il y a des années, je travaillais chez Best Buy. Lors d'une soirée entre collègues, notre superviseur, un tyran d'une trentaine d'années, s'est disputé avec un autre employé. Le superviseur l'a menacé. « Si tu continues, tu vas le payer demain au travail. » L'autre, qui devait avoir 17 ou 18 ans, s'est levé et lui a mis une gifle monumentale. Une claque si sonore que sa grand-mère a dû la sentir. Le jeune a crié « Pour qui tu te prends? On n'est pas au boulot ici !» C'était incroyable. Histoire suivante. Un jour, un patient a menacé de me poursuivre parce que j'avais demandé à une infirmière de lui faire un prélèvement nasal pour la Covid-19. Il a prétendu que c'était une agression et qu'il appellerait son avocat. J'ai pris son téléphone sur la table de chevet, le lui ai tendu et j'ai dit « Appelez-le tout de suite. J'adorerais lui parler. » Il est resté silencieux pendant ce qui a semblé être 10 secondes, avant de marmonner qu'il n'en avait pas envie maintenant. Histoire suivante. Je devais aller chercher mon petit frère à une fête de l'école. J'avais tout juste 18 ans et je mesure 1,50 m, donc je comprends que ça puisse paraître étrange. Alors que nous sortions, son professeur, une femme que j'avais eue et que je détestais, m'a attrapé le bras un peu trop fort en disant qu'il fallait un parent pour qu'il puisse partir. Je lui ai retiré mon bras et, de ma plus belle voix d'adulte, j'ai déclaré « Madame D, je viens chercher mon frère avec l'autorisation de mes parents. J'ai décliné mon identité, je vous ai eu comme professeur il y a plusieurs années. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le ramener à la maison et ne me touchez plus. Nous partons maintenant. » La prise de conscience dans ses yeux et sa bouche pincée de dépit étaient d'une satisfaction incroyable. Histoire suivante. C'était mon 4e jour de travail comme maître nageur.
J'avais 16 ans. Un bébé est tombé d'une chaise longue et s'est ouvert la tête. J'ai réagi immédiatement et j'ai demandé à mon responsable d'appeler les secours qui sont arrivés en moins de 10 minutes. L'enfant a survécu. La mère a alors menacé de me poursuivre pour négligence, affirmant que j'aurais dû la mettre en garde contre le danger de placer son enfant sur une si grande chaise. J'ai répondu « Alors, vous voulez me poursuivre parce qu'un adolescent de 16 ans devrait apprendre à une mère de 30 ans comment s'occuper de son propre enfant ?» Elle s'est tue aussitôt. Histoire suivante. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant plus de 10 ans, presque toujours à l'accueil. J'ai vu le pire. Le personnel de réception obligé de jouer les méchants en refusant des demandes, tandis que les managers sortent de leur bureau pour donner aux clients tout ce qu'ils veulent. Je détestais ces clients suffisants qui repartaient avec des cadeaux après nous avoir traités comme des moins que rien. Et puis, la pandémie a frappé. Les hôtels étaient si désespérés de se débarrasser de nous. J'ai fini par trouver un poste dans un hôpital grâce à un ami. Et mes chers, je n'ai jamais été aussi comblé que lorsque ces mêmes clients arrogants tentaient de se faire opérer sans passer les analyses médicales préalables. Ces analyses, qui prenaient 30 à 45 minutes, étaient absolument nécessaires, car un mauvais dosage pouvait être fatal. Et il y avait ces gens qui pensaient qu'une jeune femme pouvait être intimidée jusqu'à ce qu'elle cède. Ils se moquaient de mon travail, des infirmières, de tout le monde. Ils soufflaient, grognaient, m'insultaient et juraient de me faire virer. Mais vous savez ce qui se passait? Soit ils passaient de l'examen, soit ils partaient. Personne n'avait le droit de l'esquiver. Je savourais le pouvoir de dire non, sachant que personne ne pouvait contester ma décision. Les superviseurs, les infirmières, le directeur, tous me soutenaient car sauter ces examens coûterait sa licence à l'infirmière et menacerait potentiellement l'hôpital tout entier. C'est le meilleur non que j'ai jamais eu l'occasion de dire. Histoire suivante. Je travaille dans le bâtiment pour une agence d'État. Nos projets ne relèvent pas de la compétence des municipalités. Notre agence est l'autorité compétente, ce qui signifie que nous avons nos propres codes et que nous délivrons nos propres permis. Parfois, des agents municipaux zélés tentent de s'immiscer dans mon travail, et le sentiment que j'éprouve lorsque je les remets à leur place est plutôt agréable. Histoire suivante. Ma femme et moi avons racheté à mes parents la maison où j'ai grandi, à la condition de leur fournir un appartement pour qu'ils vivent avec nous. Mon père n'a jamais accepté que ce ne soit plus sa maison. Un jour, il a exigé quelque chose de moi sur un ton autoritaire qui, plus jeune, m'aurait fait obéir sur le champ. Je me suis approché de lui, calmement, et je lui ai dit « Tu crois toujours que j'ai peur de toi ?» Il a eu une prise de conscience et s'est éloigné. Notre relation n'a plus jamais été la même. J'ai réalisé que mon héros d'enfance n'était en réalité qu'un tyran. Histoire suivante. Ma fille est venue me voir en pleurant. Le père de son amie l'avait frappée et elle s'était enfuie. Je suis allé la chercher. Elle a couru vers ma voiture en chaussettes, avec un œil au beurre noir. C'était une enfant placée en famille d'accueil, terrifiée à l'idée de retourner dans le système. Je l'ai ramenée chez nous. Ma femme, paniquée, a appelé la mère pour lui dire que sa fille était en sécurité chez nous. 5 minutes plus tard, la mère frappe à ma porte. Elle, « Je veux ma fille tout de suite. » Moi, « Ça n'arrivera pas. » Elle, « J'appelle la police. » Moi, « Excellente idée. Je leur expliquerai pourquoi elle est là, et vous pourrez leur expliquer pourquoi votre mari de 90 kilos a ressenti le besoin de frapper une jeune fille de 36 kilos. Elle, « Je vais chercher mon mari. » Moi, « Faites donc. Ce sera un combat beaucoup plus équitable. Elle peut rester ici quelques jours. Bonne nuit. » Dès qu'elle est partie, ma femme, ma fille et son amie se sont mises à m'acclamer. Je pensais avoir été parfaitement calme, mais ma femme m'a dit que c'était la chose la plus menaçante qu'elle ait jamais entendue. Histoire suivante. Quand j'étais débutant en laboratoire médical,
un interne a déposé un test de grossesse en exigeant un résultat immédiat. Je lui ai dit qu'il serait traité avec les autres. Il s'est mis à hurler « J'ai marqué « immédiat ! C'est pour ma femme !» C'est alors que le chef du service, un homme à la silhouette dégingandée de 2,08 m, s'est levé et a dit « Docteur McShouty, un test de grossesse en urgence pour une maîtresse, peut-être. Pour une épouse, jamais. Nous vous appellerons. » L'interne est sorti du laboratoire sans un mot. Histoire suivante. Lors d'une livraison de meubles, un client mécontent que nous refusions de passer par son balcon au 3e étage a mentionné le nom du vice-président des ventes, affirmant très bien le connaître. Mon chauffeur a simplement replié ses papiers et a répondu « Ah oui, moi aussi ». Nous sommes remontés dans le camion et nous sommes partis. Histoire suivante. La nouvelle présidente de notre syndic de copropriété, une femme nommée Karen, nous a rendu la vie impossible. Elle distribuait des amendes pour tout et n'importe quoi. Un jour, elle s'en est prise à un avocat qui avait garé son bateau de 38 tonnes dans la rue. Furieux, il a enquêté et a découvert qu'elle manipulait les comptes et les votes. Lors d'une réunion, avec l'aide d'un policier, il a repris le contrôle du syndic, a annoncé que seul l'entretien de la piscine et du clubhouse serait financé et a dissous l'ancienne direction. Karen a eu le culot de continuer à essayer de faire respecter ces anciennes règles jusqu'à ce que des habitants en colère la menacent physiquement. C'était glorieux. Histoire suivante. Je suis une femme qui gère un magasin de bandes dessinées. Un client misogyne est entré, a ignoré mes conseils à cause de mon genre, et a insisté, de manière très condescendante, sur le fait que je me trompais. Mon patron a fini par intervenir. Le client lui a expliqué ce qu'il cherchait. Mon patron a dit « D'accord, je vais chercher notre responsable des BD ». Il est allé à l'arrière du magasin, est revenu quelques secondes plus tard, s'est placé à côté de moi et m'a fait signe en disant « Voilà, posez-lui vos questions ». Je lui ai redonné la même réponse. Complètement abasourdi, il a acheté les numéros et est parti, la queue entre les jambes. Histoire suivante. Une fête étudiante a dégénéré pour atteindre au moins 1000 personnes. Un policier est arrivé, gyrophares allumés. À l'unisson, la foule a crié en chœur « Où ? Où ? C'est le son de la police !» suivi de rires. Le policier a éteint ses gyrophares et est reparti. D'autres sont arrivés plus tard et se sont contentés d'installer un barrage pour vérifier que personne ne conduisait en état d'ivresse. Histoire suivante. Je travaillais comme danseuse exotique. Je trouvais toujours amusant de voir des hommes penser qu'ils pouvaient nous manquer de respect impunément. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que nous avions tout le pouvoir. Je pouvais les humilier verbalement, puis aller voir un videur en lui disant que ce type me harcelait, et ils se faisaient jeter dehors. Leur visage, quand ils comprenaient qu'ils n'avaient aucun pouvoir, était la chose la plus satisfaisante au monde. Histoire suivante. Ma mère est une personne horrible. Un jour, elle a annoncé sa visite chez moi alors que j'avais déjà un événement prévu. Je l'ai prévenue que la soirée se déroulerait entièrement en allemand. Elle a insisté pour venir. Les conversations, les discours, tout était en allemand. J'ai fait de mon mieux pour la tenir au courant avec des traductions, mais elle était complètement isolée et neutralisée. Elle n'a plus jamais essayé de s'imposer de la sorte. Histoire suivante. J'ai été percuté par une camionnette roulant à 40 ou 50 km/h en traversant la rue. Aux urgences, une infirmière m'a dit que j'avais des ligaments déchirés au genou et que je devais essayer de marcher dessus. Je me suis donc relevé et je me suis immédiatement effondré de douleur. Elle m'a regardé fixement en me disant d'arrêter de dramatiser. En me raccompagnant, je lui ai dit que j'allais vomir. Elle m'a encore répondu d'arrêter de faire ma comédie, que c'était juste l'adrénaline qui retombait. Elle s'est alors déplacée sur le côté de mon fauteuil roulant, et c'est à ce moment que j'ai tout vomi sur elle. Je me sentais mal, mais c'était aussi incroyablement satisfaisant. Histoire suivante. Je suis infirmier dans un hôpital psychiatrique.
Une patiente était en pleine crise, hurlant sur tout le monde et refusant ses médicaments. Quand je lui ai présenté ses pilules, elle est devenue furieuse et m'a dit « Vous savez quoi? Je suis médecin. Je n'ai pas besoin d'être ici ni de prendre ces médicaments. » Ce à quoi j'ai répondu « Peut-être, mais pas dans cet hôpital. » Elle est partie en trombe. Histoire suivante. Une voisine s'est plainte que je gaspillais de l'eau en arrosant mes plantes. Je l'ai donc aspergée avec le tuyau. Son mari est arrivé en hurlant. Je l'ai aspergé lui aussi. Il est juste rentré chez lui, tout mouillé. Techniquement, ça veut dire que je n'ai pas gaspillé d'eau. Histoire suivante. Mon frère est le seul technicien capable de réparer une machine spécialisée essentielle à de nombreuses usines. Il est appelé dans une très grande usine, à l'arrêt à cause d'une panne de cette machine. Pendant qu'il travaille, le directeur le convoque et se met à le réprimander pour des bêtises. Mon frère est retourné à la machine et a commencé à ranger ses outils. Le directeur, paniqué, lui a demandé ce qu'il faisait. Mon frère a calmement répondu « Vous n'avez pas le droit de me crier dessus, je m'en vais ». Il est parti, suivi par le directeur qui lui hurlait qu'il ne pouvait pas partir. Mon frère a appelé son patron, qui lui a dit qu'ils aillent se faire voir. Ils ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin d'eux. La direction a été informée, le directeur a été rétrogradé, et après de plates excuses, mon frère est retourné réparer leur machine le lendemain. Histoire suivante. J'avais 18 ou 19 ans. Je livrais des pizzas et je vivais dans une caravane. Après un week-end de fête, mon père est venu frapper à ma porte le lundi matin à 9h pour me dire d'être plus responsable. Je lui ai simplement tendu ma facture d'électricité. Moi, j'ai besoin que tu payes ça pour moi. Lui, je ne vais pas payer ta facture. Moi, exactement. Et ça veut dire que tu ne me dis pas quoi faire. Tes conseils sont les bienvenus, mais pas tes ordres. C'était il y a plus de 30 ans. Par ailleurs, les gens ne semblent pas se rendre compte du pouvoir des hôtesses de l'air. Les insultes sont une menace de niveau 1. Nous ferons demi-tour et vous ferons débarquer, où la sécurité vous attendra. Si nous vous donnons des instructions, ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce que nous y sommes obligés par l'Agence fédérale de l'aviation. Histoire suivante. J'étais au tribunal pour un accident du travail. Mon entreprise ne fournissait aucun équipement de sécurité et je m'étais blessé. La juge qui a pris l'affaire était connue pour son mépris des grandes entreprises qui maltraitent leurs employés. L'avocat de la société a tenté de m'intimider et de me reprocher de m'être blessé intentionnellement. La juge, après avoir été interrompue 10 fois, s'est tournée vers l'avocat avec un sourire et l'a interpellé de la manière la plus brutale qui soit, sans jamais hausser le ton. Elle lui a dit qu'elle avait du mal à croire que j'accepterais une somme qui ne couvrirait même pas mes futurs antidouleurs pour une blessure à vie, hernie discale, déchirure musculaire et tendineuse. Elle a ajouté que forcer un représentant de l'entreprise à m'accompagner chez le médecin était non seulement illégal, mais avait probablement faussé le diagnostic. Puis elle a dit « Je vous suggère de vous taire avant que je ne propose un chiffre qui obligerait votre entreprise à repenser la façon dont elle traite ses employés à l'échelle nationale. » L'avocat est devenu blême. Elle m'a conseillé de prendre un avocat et de reporter l'audience. Nous avons eu la même juge pour l'audience suivante, et l'accord final a été suffisamment conséquent pour que l'entreprise installe enfin du matériel de levage adéquat dans ses magasins. Histoire suivante. Mon équipe de recherche canine a été chargée de fouiller une zone suspectée d'être un site de dépôt de cadavres dans le cadre d'une petite guerre de territoire rural liée à la drogue. Nous sommes arrivés sur place et un camping-car était garé en plein milieu de notre zone de recherche. Nous avons poliment expliqué la situation et demandé à l'homme de se déplacer. Il a refusé, prétextant connaître ses droits. J'ai été d'accord avec lui. On ne pouvait pas le forcer à partir. Il avait l'air satisfait. Je lui ai alors expliqué que son camping-car se trouvait désormais sur une scène de crime potentielle et que par conséquent, nous allions demander aux forces de l'ordre de le faire saisir et fouiller. Pendant ce temps,
Mon équipe a commencé à entourer le camping-car de rubans de balisage tout en discutant fort d'assignation à comparaître et de confiscation. Il nous a rapidement demandé s'il pouvait simplement se déplacer un peu plus loin. Nous lui avons indiqué un endroit vraiment joli. Histoire suivante. Jeune soldat dans le corps des Marines, j'ai assisté à une scène surréaliste. Un officier, qui paraissait encore plus jeune que moi, hurlait sur un adjudant-chef expérimenté. L'adjudant en a eu assez et a lancé au jeune officier « Pourquoi tu ne la fermes pas ?» Ce pauvre lieutenant a compris sur le champ qui dirige vraiment l'armée, et ce n'était pas lui. Puis l'adjudant s'est tourné vers moi de l'autre côté de la rue et m'a demandé ce que je regardais. Mort de rire. Histoire suivante. L'été de mes 15 ans, en visite chez mon père et sa 3e femme à Hawaï, il m'a giflé pendant une dispute, puis m'a enfermé dans sa camionnette. L'été suivant, j'ai refusé d'y retourner. Il a appelé ma mère, qui l'avait souvent frappé, et lui a dit « Fais-lui entendre raison ». Elle a répondu sans hésiter « Je ne contrôle pas les femmes, Ken. C'est ton truc à toi, tu te souviens ?» Je ne l'ai pas revue depuis. J'aime ma mère pour ça et je m'en vante encore 20 ans plus tard. Histoire suivante. J'ai dû un jour déclarer un cessez-le-feu sur un champ de tir militaire. Un sergent-chef, grade E6, connu pour être un tyran, a eu un problème avec son arme. Pour tenter de la débloquer, il l'a retournée, la pointant droit sur moi et les autres spectateurs. J'ai immédiatement crié « Cessez le feu ». Il m'a ignoré. J'ai répété mon ordre. Après m'avoir enfin écouté, il s'est mis à m'insulter pour mon manque de respect envers un sous-officier. À ce moment-là, l'officier de tir est arrivé. Après mes explications, il a pris le sergent à part et lui a passé un savon mémorable. Il m'a ensuite dit que j'avais bien fait. Il a conclu en annonçant à tout le monde que la sécurité était la priorité absolue et que n'importe qui, quel que soit son grade, pouvait et devait interrompre le tir en cas de danger. Histoire suivante. Je suis universitaire et je conseillais bénévolement une entreprise locale pour leurs analyses de données, ce qui me prenait 15 à 30 minutes par semaine. L'entreprise a été rachetée par un tyran. Un mois plus tard, le nouveau patron m'envoie un courriel m'ordonnant d'effectuer une analyse complète à raison de plus de 20 heures par semaine, et ce, immédiatement, sous peine de me licencier. Je lui ai répondu en soulignant quelques points. Premièrement, je ne travaillais pas pour lui. Deuxièmement, je fournissais des conseils à titre gracieux. Troisièmement, s'il souhaitait mon aide, il pouvait payer à mon université le tarif standard d'un consultant. Il a menacé de poursuites judiciaires, ce à quoi je l'ai renvoyé vers le département de droit de mon université. Nous ne faisons pas qu'avoir des avocats, nous les formons. Il n'a plus jamais répondu. Histoire suivante. J'avais reçu une offre inconditionnelle de mon université. En cours de chimie, j'en discutais avec un ami. Le professeur a crié « Monsieur Malik, qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas besoin de réussir ces examens ?» Je me suis levé et j'ai répondu « Ce matin, j'ai reçu une offre inconditionnelle et une bourse de mon université. Je n'ai donc pas besoin de passer ces examens. » C'était un sentiment très agréable. Histoire suivante. Dans les années 80, je travaillais comme serveur dans un restaurant britannique à Seattle. Le propriétaire, Nigel, facturait 25 centimes le verre d'eau. Un jour, une critique gastronomique m'a appelé pour se plaindre de cette règle et a terminé par « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre restaurant ». Sans réfléchir, j'ai répondu « Eh bien, madame, nous avons vraiment hâte de ne plus jamais vous revoir ». Elle a inclus ma réplique dans sa critique négative. Le jour de la publication, j'appréhendais la réaction de Nigel. Il m'a demandé si c'était moi. J'ai avoué. Il a ri et a dit « Bien joué, tu aurais dû lui dire que c'était une idiote ». Histoire suivante. Je travaillais dans un Dairy Queen. Mon patron me laissait souvent seul, avec pour consigne de ne tolérer aucun abus de la part des clients. J'avais 18 ans. Un jour,
un client régulier, un type arrogant, me commande un cornet à 2,50 $. Il me donne un billet de 20 $. En lui rendant la monnaie, il prend un billet de 10 $ et le glisse dans le col de ma chemise en disant « Je vais te donner un pourboire, ma puce ». Stupéfaite, je récupère le billet, le lui jette à la figure et lui dis « Sortez d'ici, espèce de Don Johnson de pacotille, et ne revenez pas ». Il s'est mis en colère, menaçant mon emploi. Mon patron, qui venait d'entrer, a vu la scène. Le client suffisant a dit « Ah, voilà un responsable ». Mon patron nous a regardés et a dit « Vous avez raison, elle a fait quelque chose de mal ». Il a ramassé le billet de 10 $, me l'a rendu en disant « Vous méritez ça pour avoir supporté ce type ». Puis, il s'est tourné vers le client. « Maintenant, sortez. Et n'essayez même pas d'aller à l'autre Dairy Queen. Je suis aussi le propriétaire de celui-là. » Histoire suivante. Notre travail consiste à certifier des ordinateurs pour le gouvernement. Un fabricant a tenté par 3 fois de faire approuver son système défaillant. Après le 3e refus, nous avons reçu une lettre d'un politicien de haut rang, déclarant que mon collègue était incompétent et devait être licencié. La réponse de mon patron, en jargon bureaucratique, se résumait à « Nous sommes le gouvernement fédéral. Allez vous faire voir ». Mon collègue a été promu. Histoire suivante. Un soir, ivre, je prenais un taxi pour rentrer à ma caserne. Le trajet coûtait normalement 50 $. Je me suis assoupi et me suis réveillé dans une banlieue loin de mon chemin. Le compteur affichait déjà 50 $. Le chauffeur a prétendu que c'était un raccourci. Arrivé à la caserne, le compteur indiquait 90 $. Je lui ai tendu un billet de 50 $ en lui disant de s'estimer heureux. Il s'est mis à hurler, mais je suis sorti et j'ai dit au garde de service à l'entrée « Ne laissez passer cet homme sous aucun prétexte ». J'ai appris plus tard que la police avait dû intervenir pour le faire partir.